Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 24 septembre 2024 et nous sommes à l'épisode 250 du podcast. Et aujourd'hui, je vais répondre à une des questions qui revient souvent. Et en fait, la question qu'on me pose, c'est dans quel compte je devrais commencer à investir? Donc, est-ce qu'on devrait commencer par le CELI, le REER, lequel qui est le mieux? Donc, pour le 250e épisode, je vais expliquer sommairement chacun des comptes enregistrés, là, que ce soit le CELIAP, le CELI, le REER, le R3E, et je vais parler autant des cotisations que des avantages fiscaux de chacun des comptes. Mais avant tout, il faut comprendre que pour n'importe quel compte enregistré, tu peux toujours ouvrir le compte sur une plateforme de courtage en ligne, donc avec ta banque ou avec un courtier indépendant comme Questrade ou Interactive Brokers. Et à ce moment-là, tu peux ouvrir ton compte enregistré et gérer toi-même les placements qui vont être soit dans ton CELI, ton REER ou autre. Et à l'intérieur d'un compte enregistré, oui, tu peux avoir des fonds mutuels, ce qu'on appelle des fonds communs de placement, tu peux avoir des CPG, mais tu peux aussi acheter des FNB, des fonds négociés en bourse, tu peux acheter des actions canadiennes, tu peux acheter des actions US, tu peux acheter des obligations, autant des obligations municipales, gouvernementales, provinciales, corporatives, etc. Il faut comprendre que des comptes enregistrés, des régimes enregistrés, en fait, ce sont des types de comptes de placement qui ont été créés par le gouvernement et qui viennent en fait avec des avantages fiscaux. Donc c'est sûr que pour optimiser la fiscalité de vos investissements du côté personnel, il faut absolument que vous compreniez comment ils fonctionnent parce que les comptes enregistrés, ce sont les meilleurs outils qu'on a à notre disposition pour limiter l'impôt à payer sur tous les gains du côté de nos placements en bourse. Donc, je vais commencer tout de suite avec le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, communément appelé le CELIAP. Donc, c'est un nouveau compte enregistré qui est sorti l'année dernière. Et à mon avis, si vous n'avez pas encore acheté votre première maison, le CELIAP, c'est définitivement le meilleur compte enregistré dans lequel vous pouvez commencer à investir, dans le sens que, en ce qui concerne les avantages fiscaux du CELIAP, c'est un mélange entre le REER et le CELI. Donc, premièrement, toutes les cotisations au CELIAP, elles sont déductibles d'impôts comme le REER. Donc, si vous cotisez 5 000 $ dans votre CELIAP, bien, il y a 5 000 $ qui va être déduit en fait, de votre revenu imposable. Donc, si vous êtes un employé et que votre impôt est prélevé à la source par votre employeur, bien, en cotisant au CELIAP, à la fin de l'année, vous devriez recevoir un retour d'impôt, même principe que pour le REER. Et deuxièmement, tous les revenus de placement à l'intérieur du CELIAP, que ce soit des intérêts, des dividendes ou des gains en capital, tout ça, c'est non imposable tant que au final, vous sortez l'argent du compte CELIAP pour finalement financer l'achat de votre première maison. Et au niveau des cotisations, évidemment, il faut que tu sois admissible au CELIAP, c'est-à-dire que tu ne peux pas être déjà propriétaire parce que logiquement, le compte est destiné aux premiers acheteurs. Et de deux, tu peux mettre 8 000 $ par année maximum dans ton CELIAP et le plafond maximal de cotisation il est à 40 000 $. Autrement dit, si tu cotises le maximum, 8 000 par année, au bout de 5 ans, tu vas atteindre le plafond du CELIAP. Et l'objectif de ce compte-là, je le répète, c'est qu'au final, tu investisses et que tu te serves des placements à l'intérieur du CELIAP pour financer l'achat de ta première maison. Par contre, il faut comprendre qu'il y a un délai maximum pour te servir du CELIAP. En fait, la durée du compte, c'est de 15 ans parce que 15 ans après la date d'ouverture du CELIAP, si tu t'en es pas servi pour l'achat d'une première propriété, l'argent qui est dans ce compte-là va être automatiquement transféré dans votre REER. Ensuite, évidemment, il y a le fameux compte d'épargne libre d'impôt, ce qu'on appelle le CELI. Et comme je l'ai dit précédemment dans d'autres épisodes, le CELI devrait s'appeler
le compte d'investissement libre d'impôts, parce que je pense que en changeant le nom, ça ferait en sorte que le monde l'utiliserait peut-être un petit peu mieux, parce que le CELI, il y a du monde qui pense que c'est un compte épargne standard, que tu as de l'intérêt à l'abri de l'impôt, mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'en servent pas au maximum de son potentiel. Et le CELI, pour moi, c'est le meilleur compte enregistré en ce qui a trait à l'investissement à long terme, parce que tous les revenus de placement, ils ne seront jamais imposés. Que tu le sortes dans 1 an ou dans 10 ans, tu ne paieras jamais une scène d'impôt sur les dividendes, les intérêts, puis tous les gains en capital que tu as générés. Donc, c'est sûr que quand je vous parle de la magie des intérêts composés, en fait, les rendements composés de vos investissements, ben dites-vous que le CELI, ça vous permet d'éliminer totalement tout l'impôt sur les gains exponentiels que vous pouvez faire sur une période de 30, 35, 40 ans. Et pour ceux qui n'ont jamais transféré une scène dans leur CELI, si vous aviez 18 ans et plus en 2009, il faut savoir qu'aujourd'hui, vos droits de cotisation sont calculés rétroactivement. Donc en 2024, vous pourriez mettre 95 000 $ dans votre CELI. Donc ça, c'est tous vos droits de cotisation inutilisés. Et à partir de là, dites-vous que si vous faites un rendement de 10% par année, juste la première année, ça vous donne déjà un gain non imposable de 9 500 $. Puis là, ça, c'est seulement la première année. Là. Après ça, chaque année, tu rajoutes le nouveau plafond de cotisation annuel, là, disons que c'est 6 000 $, donc tu recotises 6 000 $ et tu fais des gains sur tes gains de l'année passée. Il faut comprendre que c'est vraiment les cotisations au CELI qui sont limitées, pas la valeur du CELI en soi. C'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, vous pourriez mettre 95 000 $ en cotisation à l'intérieur de votre CELI, mais il n'y a rien qui empêche que votre CELI vale 250 000 $. Ce n'est pas la valeur du CELI qui est limitée, c'est les sommes que vous pouvez transférer à l'intérieur du CELI. C'est ça quand on parle de plafond de cotisation. Et honnêtement, je vous invite à faire le calcul sur une période de 30-35 ans, puis vous allez voir que vous pourriez vous ramasser assez facilement avec un peu plus d'1 million dans votre CELI. Et je vous rappelle que rendu là, vous pourriez sortir 1 million de $ au complet de votre compte et encore une fois, il n'y aurait aucun impôt à payer là-dessus. C'est vraiment 1 million direct dans vos poches. Et en même temps, justement, du fait qu'il n'y a pas d'imposition quand tu sors du cash de ton CELI, c'est également un compte dans lequel tu peux piger si jamais tu as une opportunité d'investissement qui est à l'extérieur des marchés boursiers, que ce soit l'achat d'un bâtiment ou pour démarrer un projet d'entreprise, par exemple. La seule chose à noter par rapport au CELI, c'est que si tu reçois des dividendes d'actions américaines, des actions en US, il va y avoir une retenue d'impôt de 15% sur les dividendes. Autrement dit, les États-Unis y enlèvent automatiquement un 15% sur les dividendes US que les compagnies américaines vont te verser dans ton CELI. Par contre, la balance des dividendes US, ce ne sera pas imposable du fait que c'est à l'intérieur de ton CELI. Et évidemment, pour les dividendes de toutes les actions canadiennes, c'est imposé à 0%. Maintenant, si on regarde du côté du régime enregistré d'épargne retraite, donc le fameux REER, ça vaut vraiment la peine de cotiser dans le cas où ton salaire dépasse 80-85 000 par année, parce qu'à ce moment-là, tu peux venir diminuer ton revenu imposable et tu te trouves quand même dans une braquette d'impôt avec un taux d'imposition qui est supérieur à ce que tu devrais payer plus tard à la retraite. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que ton revenu, lorsque tu ne travailles plus, soit moins élevé que ton revenu actuel en tant que travailleur à temps plein. Et à noter qu'il faut vraiment que ce soit des revenus d'emploi pour pouvoir cotiser au REER. Autrement dit, si toi, tu as une compagnie et que tu te verses des revenus sous forme exclusivement de dividendes, tu ne pourras pas cotiser à ton REER parce que les droits de cotisation se calculent à partir d'un revenu d'emploi, donc d'un salaire. Et comme je vous dis, le point fort du REER, c'est vraiment le fait que les cotisations que vous faites sont déductibles d'impôts, donc comme le CELIAP que je parlais précédemment, ce qui fait en sorte que ça vient réduire votre revenu imposable. Donc nécessairement, ça fait en sorte que
vous payez moins d'impôts au bout de l'année. Et encore une fois, le REER, c'est un compte enregistré. Donc, encore une fois, il y a l'avantage fiscal que tous les revenus de placement à l'intérieur du REER, ils ne seront pas imposés au cours de l'année en cours. Même si cette année, vous réalisez un gain capital de 30 000 $ à l'intérieur de votre REER, il n'y a aucun impôt à payer là-dessus. Par contre, il faut bien comprendre que contrairement au CELI, le REER, c'est un compte qui vous permet de faire un report d'impôt. C'est-à-dire que ultimement, quand vous allez sortir les fonds de votre REER pour le transférer dans votre compte chèque, bien, cette somme-là, elle va être ajoutée à votre revenu imposable. Donc, vous allez devoir payer de l'impôt là-dessus. Donc, vous pouvez en déduire que l'idée de cotiser au REER, c'est de le faire au moment de votre vie où votre salaire est relativement élevé et de sortir les fonds du REER lorsque votre revenu imposable va être plus bas. Et la stratégie derrière ça, c'est que si vous cotisez 10 000 $ dans votre REER dans une année où vous faites 120 000, bien, ce 10 000 $-là, il aurait été imposé à un taux marginal de 45 %, tandis que si vous le sortez rendu à 65 ans, puis qu'à ce moment-là, disons que vous gagnez 50 000 par année, bien, le même 10 000, il va être imposé à 26 %. Donc, le fait de repousser le moment d'imposition dans le futur, quand vos revenus vont être moins élevés, bien, c'est ça qui crée un avantage fiscal parce que, évidemment, c'est mieux de le faire imposer quand vous faites 50 000 que quand vous en faites 120 000. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'utilisation du REER, c'est particulièrement utile quand ton revenu est relativement plus élevé. Et c'est sans compter que le 10 000 $ que tu as mis dans ton REER, évidemment, il est investi, donc il va générer des rendements à l'abri de l'impôt pendant toutes les années qui se trouvent à l'intérieur de ton REER. Et en termes de cotisation, les droits de cotisation sont équivalents à 18 % de vos revenus de l'année passée ou le plafond applicable de l'année en cours. Là, en 2024, on parle d'une cotisation maximale de 31 560 $. Donc, vos cotisations maximum, c'est évidemment le montant le plus bas entre les deux options. Donc, soit 18 % de vos revenus de l'année passée ou le plafond maximal de 31 000 quelques. Et à noter que vous pouvez également rajouter les cotisations des années précédentes, des cotisations que vous avez déjà versées, mais que vous n'avez pas encore déduites de votre revenu imposable. Évidemment, il y a des stratégies derrière ça. Les grosses années, c'est là que ça vaut la peine de déduire vos cotisations. Il y a des moments où ça vaut moins la peine et il est possible, évidemment, comme je vous dis, d'utiliser les cotisations des années précédentes et de les mettre pour l'année en cours. Mais grosso modo, pour éviter de tomber dans le technique, pour la plupart du monde, prenez votre salaire d'année passée puis votre cotisation maximum. Pour l'année en cours, ça devrait être 18 % de ça. Donc, tu as fait 100 000 en 2023. Ben, en 2024, tu vas pouvoir cotiser jusqu'à 18 000 à l'intérieur de ton REER. Et pour finir sur le REER, je vous dirais que c'est le véhicule de placement qui est mieux si vous voulez détenir des actions américaines qui versent des gros dividendes parce que, contrairement au CELI, il n'y a aucune retenue d'impôt sur les dividendes US. Et le dernier compte enregistré que je veux vous parler, c'est le fameux régime enregistré d'épargne études. Et ça, si vous avez des enfants, c'est un incontournable parce que en cotisant au R3E, ben, tu obtiens l'équivalent d'un rendement de 30 % garanti. Et pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, le gouvernement fédéral et provincial, il offre des subventions sur les cotisations que vous faites à l'intérieur de votre R3E. Premièrement, il y a la subvention canadienne pour l'épargne études qui permet à ce moment-là d'ajouter 20 % sur vos cotisations annuelles jusqu'à concurrence de 2 500 $ par année. Et en plus, il y a la subvention du Québec qui est l'incitatif québécois de l'épargne études qui, elle, vous donne un autre 10 % du montant des cotisations. Donc, si on résume, disons que cette année, vous cotisez 2 000 $ dans votre R3E, mais vous allez recevoir 30 % du montant en subvention. Donc, 30 % de 2 000, on est à 600 $ supplémentaires. Donc, le 600 $ se rajoute aux 2 000. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en partant, juste le fait de cotiser au R3E,
vous faites l'équivalent d'un rendement annuel de 30%. Et après ça, évidemment, vous pouvez investir ce 2600 $-là. Et en d'autres mots, en plus de bonifier directement vos cotisations avec les subventions gouvernementales, vous allez faire des gains avec l'argent du gouvernement durant tout le temps que c'est investi à l'intérieur du R3E. Sinon, si on parle de cotisation maximum à l'intérieur d'un R3E, on parle de 50 000 $ par bénéficiaire. Évidemment, dans ce cas-ci, les bénéficiaires, ce sont vos enfants. Donc, si vous avez 2 enfants, vous pouvez cotiser jusqu'à 50 000 au R3E de chacun de vos enfants. Donc, vous pouvez comprendre que le R3E, c'est un véhicule de placement qui est très intéressant parce que, de un, tu as les subventions du gouvernement qui est 30% jusqu'à concurrence de 2 500 par année. Tu as le fait que c'est des placements qui sont à l'abri de l'impôt tout le temps qui se retrouve à l'intérieur du R3E. Et ultimement, vos enfants vont pouvoir utiliser ces fonds-là pour financer leurs études collégiales et universitaires. Donc, c'est une belle façon de venir préparer l'avenir financier de vos enfants. Et finalement, c'est sûr que c'est bien le fun, tous les comptes enregistrés avec les avantages fiscaux, mais si vous faites un pas pire revenu, là, mettons plus que 150 200 000 par année, puis que vous mettez une grosse portion de ces revenus-là en investissement, vous allez vous rendre compte que c'est pas trop long, que vous allez maximiser les cotisations de tous vos comptes enregistrés, que ce soit CELI, REER ou autre. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez continuer à investir, vous n'avez pas le choix de passer par un compte non enregistré. Un compte non enregistré, dans le fond, c'est juste un compte normal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun avantage fiscal, contrairement au régime enregistré que j'ai couvert dans l'épisode. Ce qui fait en sorte que si vous générez des intérêts ou des dividendes, ils vont être rajoutés à votre revenu imposable et vous allez devoir payer de l'impôt sur ces montants-là. Et même principe pour les gains en capital, sauf que dans ce cas-là, c'est 50% du gain en capital qui est imposable. Donc, par exemple, si tu réalises un gain en capital de 10 000 $ dans un compte non enregistré, c'est juste 5 000 $ qui va être imposé. Et à noter que vous pouvez aussi déduire les pertes en capital de vos gains en capital. C'est-à-dire que, mettons que tu as vendu des actions puis que tu as gagné 17 000 $, mais de l'autre côté, tu as vendu des actions à perte et tu as perdu 5 000 $. Dans ce cas-là, ton gain capital, ça va être 17 000 moins le 5 000, donc ça va être un gain capital de 12 000 $ et tu vas être imposé, dans le fond, sur la moitié de ça, donc sur 6 000 $. Donc, il faut comprendre la mécanique derrière les gains et pertes en capital. Et tout ça pour dire que c'est plate, mais dès que tu atteins les plafonds de cotisation de tes régimes enregistrés, tes revenus de placement, ils vont devenir imposables systématiquement à la fin de l'année en cours. Par contre, si tu es propriétaire d'une entreprise incorporée, donc un Inc., tu peux décider d'investir via ta compagnie. Dans ce cas-là, le taux d'imposition sur tes revenus de placement, il va être moins élevé que dans le cas où tu rajouterais tes revenus de placement à tes revenus personnels. Mais encore là, il y a certaines restrictions avec cette mécanique-là. Par exemple, il faut savoir que ton Inc., il ne peut pas générer plus que 50 000 par année en revenus de placement passif. Parce que sinon, tu perds le droit au taux d'imposition avantageux des sociétés et ton taux d'imposition va passer à 50%. Autrement dit, si tu investis via ta business, il faut vraiment que tu t'assures que les revenus de tes placements passifs qui se trouvent à l'intérieur de ton entreprise, il faut que ces revenus-là ne dépassent pas 50 000 par année. Et honnêtement, ça veut dire que dès que tu n'es pas loin du million d'investis à l'intérieur de ta compagnie, il faut absolument que tu watches de près les taux d'intérêt puis les dividendes qui te sont versés. Il faut aussi que tu t'assures de vendre tes actions stratégiquement de façon à venir contrôler les gains annuels de ton portefeuille. Donc, c'est sûr que, comme je vous dis, c'est une mécanique qui est très intéressante avec le Inc., mais qui a quand même ses limitations. Mais bref, l'idée pour monsieur, madame, tout le monde, c'est avant tout de maximiser les cotisations à vos comptes enregistrés comme le CELI, le REER, le CELIAP si vous n'êtes pas encore propriétaire et que vous souhaitez acheter votre première maison dans un avenir rapproché. Et si vous avez des enfants, évidemment,
Je considère que ça serait une bonne stratégie de cotiser au R3E, comme je vous dis, d'une part pour bénéficier des subventions et d'autre part pour faire fructifier une partie de votre épargne pour financer les études de vos enfants. Évidemment, vous pouvez comprendre que pour choisir quel compte enregistrer, vous devriez prioriser du côté de vos cotisations. Mais c'est du cas par cas parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. Ça dépend vraiment de vos revenus, de votre situation financière, de vos objectifs court, moyen et long terme. Et l'autre chose, c'est que moi, je ne suis pas conseiller financier. Là. Je ne peux pas vous dire quoi acheter avec quel compte. T'sais, l'objectif du podcast était pas mal plus d'être conscient qu'il y a des avantages fiscaux très intéressants du côté des régimes enregistrés. Il faut que vous connaissiez vos droits de cotisation. Il faut que vous sachiez que vous pouvez gérer vous-même les placements qui se trouvent à l'intérieur de ces comptes-là via une plateforme de courtage en ligne. Et sur ça, j'espère que vous avez appris un paquet de petites informations. Si vous aimez le contenu du podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.